Merci beaucoup à tous d'être ici pour le 5e webinaire des rendez-vous de la coopération éducative au Brésil. Le temps passe vite finalement, même confiné. Merci beaucoup à Kevork d'avoir accepté de venir faire cette présentation à distance sur l'éducation au cinéma, quelque chose qui, on l'espère, sera très utile pour vous tous, étant donné qu'il y a plusieurs festivals en ligne qui sont disponibles pour le grand public et donc pour les professeurs depuis le Brésil, notamment Varilux jusqu'au 25 août. D'ailleurs, je pense que Kevork a prévu d'en parler un petit peu dans sa présentation. Kevork, peut-être que certains l'ont déjà rencontré l'an dernier lors de formations en présentiel, puisqu'il est venu au Brésil, notamment à Rio, Sao Paulo, Brasilia, Belo Horizonte et une dernière ville que j'ai oubliée, Kevork, c'était laquelle? À Vitoria, non? À Je crois que tu Vitoria. l'as pas cité. Non, je ne l'ai pas cité. Il est venu aussi à Vitoria, donc peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà, ont déjà cette chance. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, bon, bah, on va se rencontrer tous aujourd'hui. Kevork, il est formateur en éducation au cinéma, rattaché à l'Académie d'Orléans-Tours en France. Tu as travaillé pour le CNC, c'est ça? Ou tu travailles Alors, en pour le fait, CNC? je fais partie de comités, oui, tout à fait, de comités de réflexion autour des dispositifs d'éducation au cinéma qui existent donc en France, de la maternelle jusqu'au lycée. Et puis, je fais également partie d'un comité de sélection des films qui entrent dans ces dispositifs chaque année. Voilà. Donc, Parfait. c'est Donc, voilà, une autre de mes casquettes, oui. ouais, Kevork est plutôt occupé et connaît très bien son sujet, comme vous pouvez le constater. Donc, je pense que je ne vais pas parler plus longtemps, puisque moi, malheureusement, je n'ai pas grand-chose à vous apporter sur l'éducation au cinéma, et je vais laisser la parole à Kevork. C'est quand tu veux. Non, bah, écoute, merci beaucoup Marianne pour cette introduction. Moi, avant toute chose, je tiens à vous dire que voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour moi, voilà, pour animer ce webinaire. En plus, ça me permet d'être en quelque sorte déconfiné. C'est une petite évasion pour moi, donc voilà, je suis vraiment ravi de pouvoir passer ce temps-là avec vous. Comme l'a dit Marine, c'est une deuxième session pour moi qui s'inscrit dans la continuité de la formation que j'ai assurée l'an dernier. J'ai vu et reconnu certains d'entre vous. La première session était consacrée l'an dernier à l'analyse filmique. Comment est-ce qu'on analyse des films avec des élèves et quels sont les objectifs d'apprentissage principaux. J'ai demandé à Marine de vous diffuser aussi à l'issue du webinaire le diaporama que j'avais laissé à l'ensemble des enseignants que j'avais rencontrés l'année dernière. Donc, il sera normalement disponible, Marine, c'est bien ça? Je pourrais te le renvoyer s'il faut. Oui, oui, on partagera ça sur IF Prof. Voilà, et puis là, je vais utiliser également un diaporama que vous pourrez également récupérer et exploiter, puisque au sein de ce diaporama, vous verrez qu'il y a des extraits vidéo et il y a aussi des liens hypertextes vers des sites internet. Donc, je vais essayer de faire un partage d'écran pour que vous puissiez y avoir accès et je vais pouvoir ainsi commencer. Donc Voilà, voilà, alors est-ce on que voit. c'est bon Oui, pour vous? oui, et là Très c'est en bien. plein écran. En plein écran, donc parfait. Bah, écoutez, je vais donc pouvoir commencer donc ce webinaire autour de l'éducation au cinéma, qui cette année a pour objectif la question suivante. Donc, l'objectif de cette année va être de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un projet d'éducation au cinéma qui favorise la pratique cinématographique et plus particulièrement la pratique du cinéma d'animation en distanciel avec des élèves. Et donc, comme vous le disait Marine en introduction, en lien avec la programmation du festival Varilux. Voilà, donc c'est un objectif que j'ai défini également lors de mes échanges pour préparer ce webinaire avec Adriana d'Aventure, et je la remercie d'ailleurs pour à la fois son invitation et son accompagnement.
Donc, ce webinaire va se décliner en 3 temps. Dans un premier temps, je vais revenir sur cette notion d'éducation au cinéma. Puis, je reparlerai un peu de l'analyse filmique. Ces 2 premières parties, je les survolerai puisque c'était vraiment l'objet de la formation de l'an passé. Et vous retrouverez davantage d'éléments dans le diaporama de l'année dernière si vous voulez aller un peu plus loin. Et dans un troisième temps, je vous proposerai donc de passer d'aller un peu plus en profondeur sur toute la question de l'éducation à la pratique cinématographique, donc centrée principalement pour aujourd'hui sur la pratique du cinéma d'animation. Alors, je vais commencer donc par parler d'éducation au cinéma. Comme je vous le disais, il faut tout d'abord bien avoir en tête ce qu'est l'éducation au cinéma, et notamment, il faut faire la distinction entre éducation au cinéma et éducation par le cinéma. Donc là, je reprends des éléments que j'ai déjà formulés l'année dernière. Pour ceux qui ont participé, c'est en quelque sorte une petite piqûre de rappel. Donc, l'éducation par le cinéma, c'est lorsque vous, en tant qu'enseignant, vous allez choisir une œuvre parce qu'elle coïncide avec un aspect des programmes d'enseignement. Elle sert alors à illustrer bien souvent ce point dans votre séquence d'enseignement. Et dans ce cas-là, l'œuvre cinématographique, elle est un support d'apprentissage, comme pourrait l'être un livre ou tout autre support destiné à faire acquérir aux élèves des compétences et des connaissances qui relèvent des programmes officiels. L'éducation au cinéma, quant à elle, c'est étudier une œuvre cinématographique en la resituant dans l'œuvre du réalisateur, dans le contexte historique, c'est-à-dire dans le cadre de sa réalisation, mais aussi en fonction de sa place dans l'histoire du cinéma. À partir de là, dans une séquence d'enseignement, l'œuvre, enfin, quand on fait de l'analyse filmique, l'œuvre, elle est analysée à l'aide du langage cinématographique, c'est-à-dire le code, mais aussi à l'aide des références qu'elle peut contenir, afin de découvrir l'intention du réalisateur, c'est-à-dire qu'est-ce que ce réalisateur a voulu nous dire, quel message veut-il faire passer à travers ce film. Donc cette distinction entre éducation par le cinéma et éducation au cinéma, elle est vraiment importante. Et quand on fait de l'éducation au cinéma avec nos élèves, on va aussi chercher, si possible, à construire des séquences qui vont favoriser un va-et-vient permanent entre l'analyse des œuvres cinématographiques. On nourrit nos élèves avec de la culture et de bons films, des films de patrimoine. Et en parallèle, on peut travailler autour de la pratique cinématographique, si possible, alors là c'est dans le meilleur des cas, en rencontrant des artistes ou des techniciens du cinéma qui ont travaillé sur ces films-là. Alors, une fois qu'on a bien fait cette distinction entre éducation au cinéma et éducation par le cinéma, on peut se demander, mais à quoi ça sert l'éducation au cinéma? Pourquoi faire lire à des élèves des images fixes et animées? Pourquoi les amener à en créer également? Quels sont les objectifs? En fait, quand on analyse un film avec des élèves, ou lorsqu'on propose aux élèves de réaliser des courts-métrages dans le cadre d'une séquence d'enseignement d'éducation cinéma, on les met dans des situations pédagogiques où ils vont lire ou créer soit des images animées, donc des séquences filmées, ou bien des images fixes, un peu comme lorsqu'on étudie l'affiche du film, ou encore un photogramme précis, à un moment donné du film. Eh bien, à l'heure où on est envahi d'images, où on a tous dans la main un smartphone la plupart du temps, et on est donc toujours soumis à un flux d'images, les objectifs de cette éducation à l'image, ils sont multiples et capitaux. Parce que apprendre à des élèves à lire et à créer des images, c'est leur permettre d'avoir accès au sens de ces images, qu'elles soient animées ou fixes. C'est leur faire comprendre comment elles sont construites en les analysant, en les décortiquant, mais aussi comment elles peuvent être construites, et tout ça en utilisant ce dont je vous parlais tout à l'heure, le code, c'est-à-dire le langage cinématographique. On leur permet aussi d'avoir un esprit critique par rapport à ces images. Donc là, on rentre dans le cadre même de l'éducation aux médias. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses images qui sont manipulées, ce qu'on appelle les fake news. Et donc, il y a un devoir d'éducation
qui nous incombe par rapport à ces images-là. Donc les élèves soient vigilants. Ensuite, on leur permet également d'acquérir une culture qui relève du patrimoine cinématographique mondial, avec là tous les enjeux que cela comporte, que ce soit en matière d'éducation à la citoyenneté, leur apprendre à découvrir le monde, les autres, les disparités qu'il peut y avoir d'un territoire à un autre. Et puis on développe chez eux des valeurs extrêmement importantes, comme l'altruisme, le partage et beaucoup d'autres. Enfin, lorsqu'on leur permet de créer des images, et ça va être l'objet de ce webinaire, hein, puisqu'on parle de pratiques cinématographiques, on leur offre un moyen d'expression artistique. Et là, ce qui est particulièrement important dans ces temps de création, c'est de favoriser, mais j'y reviendrai, un va-et-vient permanent entre leur pratique et l'acquisition d'une culture cinématographique, donc la découverte de films, de manière à la fois enrichir leur culture cinématographique, mais aussi leur pratique, leurs actes de création. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est important d'avoir ça en tête, tous ces enjeux-là, lorsqu'on travaille autour d'images, qu'elles soient fixes ou animées. Alors, je vais passer à la deuxième partie. Donc, comme je vous le disais, là aussi, je vais aller assez vite, hein, puisque tout avait été détaillé déjà l'an passé. Donc, je voulais rappeler ce que c'était que l'analyse filmique, qu'on surnomme également la théorie du film. Donc, l'analyse filmique, c'est rechercher la relation entre ce que l'on ressent à la vision d'un film, son sens et sa forme. Donc, l'analyse de film n'est donc qu'une forme de plus de l'analyse du discours ou de l'analyse de documents. Analyser un film, c'est tenter de percer le mystère qui a conduit son réalisateur à créer ce film. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter? Quel message tient-il absolument à faire passer au spectateur? Et surtout, comment est-ce qu'il le fait? Comment est-ce qu'il va utiliser le code, le langage cinématographique pour faire passer son message? L'analyse filmique, c'est travailler autour de ces notions-là. À partir de là, il y a un premier objectif d'apprentissage capital avec nos élèves. Donc, il s'agit d'appréhender l'analyse filmique pour leur permettre d'exprimer ce qu'ils ressentent en voyant un film. On leur donne également les moyens d'avoir un argumentaire qui va être raisonné sur ce qu'ils en pensent. Et l'utilité de tout ça, c'est aussi de pouvoir confronter leur point de vue à ceux des autres. Regarder un film, quand on n'est pas confiné normalement, ça se fait en salle de cinéma. La plupart du temps, les meilleures conditions, on est dans une salle de cinéma, c'est un temps de partage avec les autres. Et c'est vrai que ça fait partie du partage, le temps qui suit le film, où on va être amené à discuter avec ses camarades autour du film, à dire ce qu'on a ressenti, ce qu'on a pensé, et puis à dire pourquoi est-ce qu'on a ressenti, ou est-ce qu'on a pensé, tout ça. Ensuite, le réalisateur, lui, comme je vous l'ai dit plusieurs fois depuis le début, et j'insiste dessus parce que c'est vraiment quelque chose d'important, mais pour donner du sens aux images qu'il crée, il va pour produire les effets recherchés sur le spectateur. Il ne faut pas oublier qu'on est presque des pantins pour les réalisateurs. Ils cherchent à susciter chez nous des émotions. Et là, le film est réussi s'il réussit à provoquer en nous ces émotions. À partir de là, il est important, lorsqu'on travaille avec des élèves, de leur apprendre de leur faire découvrir, de leur apprendre ce code, de leur permettre d'appréhender le lexique, les règles et les techniques cinématographiques. Alors, ces connaissances nécessaires sur lesquelles j'insiste beaucoup depuis le début de ce webinaire, donc le langage cinématographique, là, c'est vraiment ce que j'avais développé l'année dernière, donc pendant les 6 ou 9 heures de formation que certains d'entre vous avaient pu avoir. Je vous les ai relistés ici, hein. Je ne vais pas revenir en détail dessus puisque tout est dans le diaporama de l'an passé. Et voilà, c'est vraiment des notions qu'il faut avoir assimilées, vous, en tant qu'enseignant, dans un premier temps, pour être capable, au moment où vous allez discuter avec les élèves de certaines séquences du film, euh, lorsque vous allez parler de leur ressenti, de poser les mots justes dessus. Voilà, en tant qu'enseignant de français, c'est important également d'utiliser le lexique adéquat. Alors, je vous avais présenté également, lorsqu'on souhaite travailler
euh, autour d'un film et faire un réel travail d'analyse filmique, une démarche, il y en a plusieurs, mais je vous avais présenté la démarche la plus classique et la plus traditionnelle, donc je vais revenir là-dessus. Lorsqu'on veut faire analyser un film à des élèves, euh, on a pour objectif, derrière tout ça, de leur faire découvrir les différentes étapes de la réalisation. Donc, on peut suivre, par exemple, ce déroulement. Dans un premier temps, vous pouvez, même si c'est à distance, évoquer avec les élèves leur ressenti, les faire verbaliser, les faire développer leurs idées, leur demander de les noter. C'est un travail qui peut être fait par écrit, qui peut vous adresser aussi à distance. Ensuite, une fois qu'ils vous ont parlé, parce que c'est ce qu'on fait tous spontanément quand on voit un film, on commence souvent par dire bah, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ou cette scène-là, elle est terrible, elle est dure. Euh, une fois qu'on a passé ce cap du ressenti, on va leur demander d'essayer de reformuler l'intrigue. Donc là aussi, il y a tout un travail extrêmement intéressant à faire pour un enseignant de français. Et puis, on va surtout essayer de leur demander de nous dire quelles sont les scènes qui les ont profondément marquées, c'est-à-dire celles sur lesquelles finalement ils ont ressenti le plus d'émotions. Et à partir de là, à partir de ces scènes-là, on va pouvoir vraiment commencer le travail d'analyse filmique. On va leur demander d'abord de resituer ces scènes dans l'histoire, dans le scénario du film, dans l'action. Ensuite, on va pouvoir revisionner ces scènes, essayer d'extraire donc ces séquences, leur demander de décrire les décors, les personnages, les relations entre ces personnages. Et puis, on va analyser la mise en scène, c'est-à-dire qu'on va parler de l'image et du son. Et là, c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le langage cinématographique. On va utiliser toutes les notions là, que je vous présentais auparavant, donc les notions de plan, de cadrage. On va pouvoir parler de la lumière, mais aussi du son. Donc, pour tout ça, je vous renvoie aussi au diaporama de la première formation. Ensuite, on va dépasser cette analyse d'un extrait ou d'une séquence pour revenir à l'œuvre dans son intégralité. Et là, on va essayer de comprendre finalement quel est l'intérêt de cette œuvre. Quel message le réalisateur a-t-il voulu nous faire passer? On va pouvoir aller chercher des renseignements sur ce réalisateur. Est-ce que c'est son premier film? Est-ce qu'il a fait des courts-métrages avant? Quelle est la position de ce film dans son œuvre, dans l'intégralité de son œuvre? On peut aussi situer son œuvre dans l'histoire du cinéma. Est-ce que par rapport à ses prédécesseurs, par rapport à ses contemporains, ce réalisateur s'inscrit dans la continuité ou la rupture? Et en faisant tout ça, on va pouvoir appréhender le sens de sa mise en scène. On va pouvoir comprendre pourquoi le réalisateur a choisi cette mise en scène pour ce film-là. On pourra également mettre en réseau ce film avec d'autres films, donc soit qui abordent le même thème, soit, comme je le disais précédemment, des œuvres du même réalisateur. Ce sera toujours très intéressant aussi. Souvent, les réalisateurs, ils commencent par faire des courts-métrages pour des raisons de moyens. C'est intéressant d'aller voir leurs courts-métrages parce que très souvent, on trouve dans leurs courts-métrages les grandes thématiques sur lesquelles ils souhaitent travailler. Et enfin, ce qui est extrêmement important, une fois qu'on a fait tout ce travail-là avec les élèves, c'est de leur permettre de garder une trace. Alors, on dit une trace écrite dans notre jargon de pédagogue, mais ça peut être aussi un support audiovisuel ou de l'analyse. Et ça peut également être fait à distance. Ça peut être simplement un enregistrement audio que l'élève va vous faire pour vous parler du film, pour vous faire une petite critique sur ce film-là. Ça peut être un petit diaporama qui va illustrer certaines séquences. Ça peut être un petit montage vidéo dans lequel il va choisir une séquence qu'il a marquée et faire simplement l'analyse de cette séquence-là. Voilà comment est-ce qu'on travaille en analyse filmique autour d'un film. Alors vous allez voir dans ce diaporama, vous allez avoir des diapositives comme celle-ci qui sont sur fond bleu. J'avais envie que vous puissiez repartir à l'issue de ce webinaire avec des pistes vraiment concrètes et pratiques à mettre en place. Donc toutes ces pistes, de manière à ce qu'elles ressortent dans le diaporama quand vous l'aurez, je les ai mises sur fond bleu. Donc là, je rentre dans le vif du sujet et je voulais vous faire des propositions de pistes d'analyse croisée autour de trois films d'animation qui vont vous être proposés donc, dans les semaines qui viennent dans la programmation du festival Varilux. Donc ces trois films sont des films contemporains
Une vie de chat d'Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, qui est sorti en 2010. Le jour des corneilles de Jean-Christophe Dessin, qui est sorti en 2011. Et enfin, le troisième film, le grand méchant renard, un film de Benjamin Renner et Patrick Imbert qui date de 2016. Donc vous voyez des films qui ont moins de 10 ans, qui font partie de ce qu'on appelle dans le monde du cinéma, qui caractérise vraiment la French touch du cinéma d'animation. Il faut savoir qu'en France, on a énormément d'écoles de cinéma d'animation, il y en a beaucoup, des publics, des privés. Donc il y a de plus en plus de réalisateurs. D'ailleurs, ce n'est pas évident pour eux de toujours, à l'issue, pour les élèves de ces écoles, de trouver du travail à l'issue de leur scolarité. Mais en tout cas, il y a beaucoup de créativité en France. Et voilà, ces trois films-là illustrent cette créativité. Et moi, je voulais vous proposer de travailler autour de ces trois films-là, en faisant donc ce que j'appelle des analyses croisées, c'est-à-dire que plutôt que de proposer à vos élèves d'analyser les films un par un, vous pouvez aussi essayer de trouver des éléments dans ces films qui sont récurrents ou des thématiques communes, et vous pourriez ainsi leur proposer de travailler notamment sur deux thématiques qui reviennent de façon récurrente dans ces films. Alors la première, c'est la question de la parentalité. Vous verrez que dans Une vie de chat, il y a il y a deux personnages importants qui sont Zoé et sa mère Jeanne. La maman de Jeanne est très peu présente, elle est accaparée par son travail, elle est peu disponible pour sa fille, pour qui elle ne trouve plus les mots. Et d'ailleurs, Zoé est mutique parce qu'elle a vécu un drame familial, elle a perdu un proche. Dans Le jour des corneilles, vous avez un personnage très fort, qui est le personnage principal, qui est l'ogre, qu'on appelle également Courge, qui est un père très rude, effrayant, qui s'exprime peu ou principalement de manière colérique, voire violente. Il est presque maltraitant, ce père avec son fils. Et à contrario, dans Le grand méchant renard, là, vous avez des animaux, dont le grand méchant renard, qui ont des relations parentales dans lesquelles ils manquent totalement d'autorité, ils sont complètement dépassés, et tout ça est traité avec beaucoup d'humour. Donc cette question de la parentalité, elle peut être travaillée de manière transversale au travers de ces films-là. Une autre question sur laquelle vous pourriez éventuellement travailler avec vos élèves, c'est la question de la perte d'un être cher, puisque dans ces films-là aussi, vous verrez que plusieurs personnages ont eu ont perdu soit un parent, soit un proche, et ce sont des questions. Alors, donc, il peut être intéressant de voir comment ces réalisateurs ont choisi de mettre en scène donc, ces deux questions. D'une part, la question de la parentalité et d'autre part, la question de la perte d'un être cher. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ne l'ont pas du tout fait de la même façon. Alors justement, j'ai fait un petit montage où vous allez découvrir trois extraits de ces films-là. Je vous invite donc à les visionner. Normalement, vous devriez avoir le son également. Si ça ne fonctionne pas, vous me le dites. Ouh, tu m'as fait peur, Zoé. Je t'ai pas entendu arriver. Mais qu'est-ce que c'est? Tino t'a apporté un nouveau cadeau. Waouh, un nouveau lézard. Tu as de la chance avec ce chat. Il te gâte. Bon, c'est autre chose que des bonbons ou des jouets. Des cadeaux de chat, quoi. Oui. Non. Écoute, Lucas, on en reparlera demain au bureau. J'ai besoin de décrocher quelques heures, tu comprends ça? J'ai promis à ma fille. Mais de toute façon, il me faut absolument ce rapport pour demain. Tu te débrouilles, mon vieux, je peux pas être toujours là dans ton dos. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle voulait vous montrer quelque chose. Quelque chose? Mais quoi? Oh, 3 fois rien, vous savez, les enfants.
La petite est sensible. Elle vous attendait. Oh, je fais tout à l'envers en ce moment. Je suis tellement fatiguée. C'est si dur depuis que je suis toute seule avec Zoé. Si son père était encore là, tout irait mieux. Il me manque tellement. Allons, allons. Ne pleurez pas comme ça, madame, sinon je vais m'y mettre aussi. Zoé, je peux entrer? Je suis désolée pour tout à l'heure. Tu sais, en ce moment, j'ai beaucoup trop de travail. Puis tu vois, des fois, ça me poursuit jusque dans la maison. En tout cas, je suis heureuse que ça se passe bien avec Claudine. Je l'apprécie beaucoup aussi. À part son parfum. Ouh là là. Bon. Alors, tu voulais me montrer quelque chose, Zoé? Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est Dino qui t'a ramené ça? Encore? Écoute, tu vas pas recommencer. Tu peux pas continuer à garder des bestioles mortes dans ta chambre. C'est vraiment pas hygiénique. Bon, il faut que je réponde, là. Allô? Non, je suis chez moi, là, les gars. Mais demande à quelqu'un, il va te dépanner, je suis sûre. Où on va? Te distrais pas. Roule. Y a rien d'autre que ce que tu vois ici, fils. Rien. Notre forêt se dresse au milieu du ciel, et les astres tournent autour d'elle comme la bête attachée à son pieu. Ta mère chérissait cette forêt, chacun de ses arbres, et chacune de ses santes. Et toi, elle te suffit pas à toi. Tu veux les faire outrage, c'est ça? Qu'est-ce que tu complotes avec tes questions? Y a rien en dehors de la forêt. Rien. Tu m'entends? Oui, oui. Alors rentre ça dans ton casque! Oh, merci. À table. Maman? Hein? Maman! Maman! Comment ça, maman? Eh oh, comment ça, maman? Non, non, mais je suis pas une poule. Maman! Câlin, maman! Lâche-moi, pas le museau. Bisous, maman! Ah! Au secours, hein! Au secours! Mais lâchez-moi, qu'est-ce que vous... Mais c'est pas possible. Ah tiens, t'es là? Est-ce que tout va bien, mon ami? Je crois que j'ai fait une fausse manipulation. Ces sans doute me prennent pour leur mère. Rassure-toi, c'est normal. À la naissance, ces chers petits considèrent la première chose qu'ils voient comme leur mère. Et cette chose, c'est toi. Quoi? Mais j'ai pas envie d'être leur mère, moi. Et pourquoi pas? C'est un détail. On doit juste le manger, non? Oui, c'est vrai après tout. Pas maintenant. Ah non? Ah non. Pourquoi pas? Regarde-les. Ils sont à peine plus gros qu'une châtaigne. Attendons encore quelques mois pour les engraisser un peu et on aura droit à de bons gros poussins bien tentus. Quelques mois. Mais qui va s'occuper d'eux en attendant? Eh bien, toi? Moi? Ah non, hors de question. C'est ton idée, c'est toi qui t'en occupes. Tout ça. Voilà, à partir de ces
3 extraits-là, on peut proposer aux élèves de faire une analyse commune. Alors déjà, on voit qu'on a donc 3 films d'animation, 3 dessins animés. Donc on a une technique d'animation là qui est assez proche puisqu'on est sur l'animation en 2 dimensions. On a 2 des films, pour lesquels les réalisateurs ont, utilisé de la pastel, c'est-à-dire, Le Jour des corneilles et Le Grand méchant renard pardon, de l'aquarelle, ont été faits à l'aquarelle. En revanche, Une vie de chat a été fait à la pastel et au crayon. On voit, d'ailleurs qu'on a une image un peu tremblotante sur Une vie de chat. C'est parce qu'en fait, il y a 2 couches de dessins. Les dessins sont d'abord faits au pastel et par-dessus, les animateurs superposent avec un calque, numérique, des ombres qui sont faites, au crayon. Donc ça, c'est pour la partie esthétique, de ces films-là. Ensuite, on voit qu'au niveau de la narration, même si ces 3 films abordent tous la question, de la parentalité, ils le font de manière, extrêmement, différente. Pour Une vie de chat, c'est ce que je vous disais en introduction, on voit une maman qui est dépassée, qui est triste, elle a perdu, son mari, sa jeune fille est mutique et puis elle est complètement accaparée, débordée par son travail. J'ai vu dans la conversation que certains l'avaient vu. On a là affaire à un film policier, à un film noir, donc qui se déroule, à Paris et à contrario, dans Le Jour des corneilles, on a, affaire à un film qui est plus un film fantastique, qui va s'inscrire dans la lignée des films, des mangas japonais de Miyazaki, notamment. Et là, on a, en ce qui concerne les personnages, un père, c'est ce que je vous disais, qui paraît très rude. Il est intéressant de voir comment est-ce qu'il est mis en scène, ce père. Là, vous avez un dialogue entre le père et le fils, où le père s'adresse de manière très rude à son fils. Il l'appelle fils d'ailleurs, il n'a pas de prénom. Le fils l'appelle père. On a un dialogue qui est filmé en champ contre champ. On filme un personnage, puis l'autre, mais avec des angles de vue qui donnent une position dominante au père, c'est-à-dire qu'on filme en plongée, la caméra lorsqu'elle filme, le garçon est placé au-dessus de lui, donc il est écrasé. En revanche, on est en contre-plongée quand on filme l'ogre, son père, ce qui lui donne enfin, il occupe encore plus d'images à l'écran et il est encore plus impressionnant et menaçant pour ce petit garçon. Et il est vraiment très impressionnant. Et il est presque même maltraitant, puisqu'à la fin, il jette son fils dans un tonneau. Et alors, la question de la parentalité, vous verrez que dans Le Grand méchant renard, elle est abordée de manière complètement différente. Là, on est dans l'univers du cartoon, on a des gags, on a des personnages qui ont des yeux énormes, qui ont beaucoup d'expressions du visage. Il y a un jeu très important qui est fait aussi avec le corps des personnages. Ça fait référence aux films burlesques, qui sont les films comiques par excellence des débuts notamment du cinéma. Donc le réalisateur, pour filmer les corps du grand méchant renard et les corps du loup, par exemple, là où les autres réalisateurs faisaient le choix de faire des gros plans pour montrer les expressions des visages, lui, il va faire le choix de faire des plans moyens, c'est-à-dire des choix où les personnages sont vus en entier de la tête aux pieds, ce qui permet de bien filmer leurs mouvements et de donner un aspect comique à ce film-là. C'est comme ça qu'on voit le renard qui grimpe sur le loup, qui a presque un corps contorsionniste, alors que le loup, lui, au contraire, est très stoïque, il bouge très peu. Ensuite, on peut s'intéresser aussi à la bande sonore qui est extrêmement différente. Sur Une vie de chat, là, sur cette séquence-là, on n'a quasiment pas, on a aucune musique, on a juste quelques bruitages, ce qui renforce le côté mutique de la petite fille et ce qui renforce son traumatisme. Sur Le Jour des corneilles, on a une musique qui va crescendo avec des cordes qui créent une tension. Et alors, sur Le Grand méchant renard, on a une variation de bande sonore. On a au début, lorsque le renard menace de manger les petits poussins, là aussi une musique avec des cordes qui crée une tension et puis qui tout d'un coup est cassée par une musique beaucoup plus jazzy, beaucoup plus entraînante, qui renforce l'effet comique de la situation. Voilà. Donc ça,
ça fait partie des choses qu'on pourra, là je vais vite, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais ça fait partie des choses sur lesquelles on peut travailler pour faire des analyses croisées avec les élèves. Et ça, c'est quelque chose également qui peut être fait à distance, a posteriori, donc après un visionnage des films. Pour aller un peu plus loin, sur ce travail autour de ces thématiques-là, j'ai juste voulu vous suggérer de regarder, vous pourrez le faire après, là on va manquer de temps, mais sur cette diapositive, vous aurez la possibilité de découvrir un court-métrage, aussi un film d'animation qui s'appelle La mort, père et fils, qui a été réalisé par Valgenwitz et Winchlus, qui ont tous les deux travaillé sur un long-métrage que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Persepolis, un long métrage de Marjane Satrapi. Et là, on a un court métrage d'animation qui utilise une technique d'animation différente puisque c'est du film d'animation en marionnette. Et on a aussi une autre manière d'aborder la question de la parentalité, puisque comme le titre l'indique, on va découvrir l'histoire d'un père qui n'est autre que le grand fossoyeur, la mort, et de son fils à qui il veut léguer son métier. Voilà, c'est un film que je vous conseille de voir, il dure un quart d'heure il est bourré d'humour noir, il plaira, j'en suis certain, beaucoup aussi à vos élèves. Et il y aura là aussi beaucoup de parallèles à faire pour voir comment ces deux réalisateurs ont choisi de mettre en scène cette question de la parentalité. Qu'est-ce qu'être parent? Qu'est-ce qu'être enfant? Et comment est-ce qu'on se comporte lorsqu'on devient, par exemple, père. Et je pense que ça pourra aussi nourrir des discussions avec vos élèves. J'en arrive maintenant au troisième temps de ce webinaire, à savoir comment est-ce qu'on peut construire un projet autour de la pratique du cinéma d'animation en distanciel qui va favoriser la rencontre avec des œuvres cinématographiques, mais aussi l'acquisition de connaissances cinématographiques. Alors, en guise d'introduction, quand on travaille avec des élèves sur des films d'animation, c'est toujours très intéressant de faire un apport culturel et de leur proposer de découvrir l'histoire du cinéma d'animation. Là, sur cette diapositive, vous aurez accès, lorsque vous découvrirez aussi le diaporama, à ce que j'appelle un condensé. En fait, je vous ai préparé un petit montage qui permet de balayer toute l'histoire du cinéma d'animation depuis la création du cinéma en 1895 par les frères Lumière jusqu'à nos jours. Et vous verrez même, si vous avez la curiosité de regarder ce petit montage qui dure une quinzaine de minutes, qu'on a des théories scientifiques aujourd'hui qui montrent que les premiers films d'animation, enfin les premières images animées, ont été très vraisemblablement créées par les hommes préhistoriques dans leurs grottes. Donc c'est assez sidérant, c'est une étude scientifique qui est menée depuis une dizaine d'années et on a beaucoup de preuves qui montrent en fait que les dessins qui ont été découverts dans les grottes préhistoriques étaient en réalité des dessins qui étaient destinés à être animés. Je vous invite à voir ce court-métrage si vous avez ce petit montage. Voilà, regardez ça lorsque vous aurez le diaporama, c'est vraiment quelque chose de très passionnant. Alors, je passe à la diapositive suivante. Une fois qu'on a découvert un peu l'histoire du cinéma d'animation avec les élèves, ça peut être intéressant de leur faire comprendre comment il fait un film d'animation, parce qu'il y a quelque chose de magique à animer des dessins. Donc, pour comprendre comment fonctionne le cinéma d'animation, il va falloir qu'ils assimilent la notion de l'animation image par image. Pour ça, en fait, il faut rappeler que le cinéma, c'est qu'une illusion. En fait, quand on voit une image en mouvement, que ce soit dans un film d'animation ou un film en prise de vue réelle avec des vrais comédiens, on ne voit en réalité qu'une succession d'images fixes. Parce que lorsque la caméra tourne, elle ne fait en fait que prendre très très rapidement des photographies qu'on imprimait autrefois sur une pellicule. Aujourd'hui, c'est fait de manière numérique, mais c'est toujours le même procédé. Ce ne sont que des photographies. Et en fait, on va restituer ensuite ces photographies à une certaine fréquence, à une certaine vitesse, de manière régulière, pour que notre cerveau et l'inertie des phénomènes qui entrent dans la vision, dont la fameuse persistance rétinienne, donc, jouent leur rôle pour que notre œil ne voit pas chaque photographie, donc chaque image fixe, mais une image continue en mouvement. Au cinéma, il y a 24 images par seconde.
Il y a d'autres formats, 25 ou 30 images, et il y a même maintenant des formats de 60 images par seconde, ce qui donne une très très grande fluidité aux images filmées. Eh bien, pour le cinéma d'animation, le procédé, c'est le même. Au lieu de laisser tourner la caméra, les réalisateurs et les animateurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fabriquer les images une par une. Ainsi, pour une seconde de film, ils vont donc fabriquer 24 images. En réalité, ils n'en font 12 qu'ils vont photographier chacune 2 fois. Donc en fait, dans un film d'animation, il y a 12 images par seconde. Donc là, par exemple, pour les longs métrages que vous allez découvrir qui durent à peu près 1h30, on a près de 65 000 dessins différents. Ça permet aussi aux élèves de se rendre compte de ce que c'est que le travail de l'animateur. C'est un travail de fourmi. C'est un travail qui est très très long dans le temps. Généralement, un film d'animation, c'est au moins 3 ans, 3 ans de travail. Voilà. Une fois qu'on a abordé cette notion avec les élèves, ça peut être intéressant de leur faire appréhender de manière très concrète ce phénomène de l'illusion optique qui permet de donner une illusion du mouvement. Donc là, à nouveau, une fiche, une diapositive bleue. Donc moi, ce que je vous suggère de faire avec vos élèves, c'est de travailler sur le pré-cinéma et de leur proposer de fabriquer différents jeux optiques. Là, je vous ai mis par exemple une première, c'est vraiment des choses qu'ils peuvent faire très très simplement à distance. Ils pourraient par exemple fabriquer un feuilletoscope. Donc là, vous avez une fiche pédagogique qui permet de fabriquer un feuilletoscope. Pour ça, l'élève a simplement besoin d'un crayon, d'une paire de ciseaux et d'une feuille. Il n'a pas nécessairement besoin de bien dessiner, hein, c'est mon cas d'ailleurs. Et puis si vous regardez ce dessin-là, donc là, il y a simplement 2 dessins qui sont faits. Et lorsqu'on fait se succéder très rapidement ces 2 dessins, donc là, un personnage qui sourit et un personnage qui grimace, si on les fait se succéder très rapidement en roulant l'une des feuilles autour du crayon, on a une illusion de mouvement. Donc ça, c'est un travail qui est très facile à faire, notamment avec les plus jeunes, et souvent, ça les amuse beaucoup de faire un feuilletoscope. Pour aller plus loin, je vous propose même un parcours autour du pré-cinéma, donc pour fabriquer d'autres jeux optiques. Et sur cette diapositive, je vous ai mis ici un lien hypertexte vers Cyclic, qui est le pôle image régional en région centre. Donc là, par exemple, Upopi, donc vous avez un parcours pré-cinéma. Lorsque vous arriverez sur cette page, vous aurez la possibilité, c'est un parcours qui se décline en 9 séances et c'est vraiment très très bien fait. Les élèves peuvent le faire tout seuls. Là, par exemple, si je prends la première séance ici sur le tomatrope, c'est vraiment très, très intéressant parce que je vous disais, il faut toujours faire un va-et-vient entre l'acquisition d'une culture cinématographique et la pratique cinématographique. Ici, vous avez toujours un petit rappel pour présenter l'inventeur de ce jouet optique. Et ensuite, donc là, c'est un atelier qui permet de fabriquer un tomatrope. Donc, vous avez tout le matériel qui est donné à l'élève. C'est souvent du matériel très simple, un feuille, papier, ciseaux. Et puis, à l'aide de ce matériel, vous avez après le plan de fabrication de chaque jouet optique. L'élève va pouvoir fabriquer, par exemple, ici, un tomatrope. Et vous avez même une petite image GIF qui explique comment fonctionne le tomatrope. Voilà. Donc ça, c'est pour le tomatrope. Après, vous avez la possibilité de fabriquer plein d'autres jouets optiques plus ou moins performants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser, je pense, vos élèves. Donc, une fois que les élèves auront donc, découvert l'histoire du cinéma d'animation, découvert comment fonctionne l'animation grâce, par exemple, au jeu optique, vous pourrez aussi, parce que c'est important en tant qu'enseignant, leur proposer une évaluation sous forme d'auto-évaluation. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis un lien vers un site internet qui est dédié au film d'animation, qui comporte plusieurs modules. Donc, je vais réessayer d'avoir un accès à Internet en espérant que vous l'ayez. Voilà, est-ce que là, vous avez accès Oui. Vous voyez la page Internet du site Anime 2.0 ? Oui. Oui. Donc voilà, quand vous allez sur ce site, vous avez accès à cette page d'accueil et à partir de là, vous avez plusieurs modules qui vont vous donner en fait ça se présente sous la forme de petits jeux vidéo et au travers de ces jeux vidéo, l'élève va pouvoir vérifier ses connaissances, que ce soit sur les techniques du cinéma d'animation, sur l'histoire du cinéma d'animation. Ici, vous avez un module qui vous permet d'accéder même à une présentation du cinéma d'animation au travers
en fonction des cinématographies mondiales. Vous avez un jeu vidéo qui permet également de présenter les métiers du cinéma. Donc voilà, tout ça c'est extrêmement bien fait et ça peut être là aussi très utile et plaisant pour évaluer vos élèves. Je continue. Alors, je vous propose également ensuite de faire découvrir à vos élèves les techniques du cinéma d'animation. Donc là, bon, j'avais prévu de vous le passer, mais je vois que l'heure tourne aussi. Donc c'est aussi un montage, un condensé qui permet de découvrir, de faire découvrir aux élèves toutes les différentes techniques du cinéma d'animation, à savoir qu'il est possible de tout animer. À partir du moment où on a compris comment est-ce qu'on fait un film d'animation, on peut utiliser n'importe quel matériau pour faire un film d'animation. Donc, on a vu des exemples avec les longs métrages, c'était des dessins animés. Je vous ai parlé du court métrage qui est fait en marionnette et en pâte à modeler. On peut utiliser du sable, on peut utiliser toutes sortes d'objets. Donc, ça va permettre à l'élève de se saisir de n'importe quelle chose qui l'entoure, de n'importe quel objet, de n'importe quelle matière pour créer son propre film d'animation. Donc là aussi, je vous invite à le regarder. C'est pareil, ça dure une petite quinzaine de minutes, ce condensé. C'est très complet et ça peut susciter, voilà, ça peut donner aussi des idées d'animation aux élèves. On peut animer, par exemple, des morceaux des métaux. On peut animer des jeux d'enfants, que ce soit par exemple des Playmobil, des Lego. On voit beaucoup de films d'animation avec ça. Donc vraiment, tout est possible. Il suffit simplement d'avoir un petit peu d'imagination. Et par contre, il faut quand même pouvoir maîtriser la pratique du cinéma d'animation. Et pour ça, moi, je voulais vous proposer d'utiliser une application qui est gratuite, qui permet de faire des séquences de cinéma d'animation. C'est une application que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Animation en volume ou Stop Motion Studio. Elle a les deux noms, on la trouve sous les deux noms. Elle peut être installée sur toutes les tablettes, mais aussi sur tous les téléphones portables, donc sur tous les smartphones. Si vos élèves ont des smartphones, ça peut vraiment leur permettre très simplement de réaliser un petit court-métrage d'animation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet donc, voilà, de faire un film d'animation image par image. Et ils ont aussi la possibilité d'ajouter une voix off, donc de travailler autour de la langue française, en ajoutant donc une bande son à leur film. Et c'est vraiment une application qui est très simple d'utilisation, elle est très intuitive. Là, je vous ai mis les liens pour la télécharger. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande vraiment. Et pour vous aider et aider vos élèves, sur la diapositive suivante, je vous ai mis une fiche explicative qui explique comment cette application fonctionne. Et j'ai mis également un petit tutoriel. Je vais vous le passer, il dure juste 2 minutes. Ah, pardon, je reviens en arrière. Voilà. Voilà pour le tutoriel qui vous explique comment fonctionne cette application. Donc, Dans l'atelier Stop Motion, nous allons vous montrer qu'il est possible de réaliser un dessin animé chez soi. Mais comment? Grâce à une application gratuite nommée Stop Motion. Ah, mais j'ai pas de tablette moi. Pas de souci, ça marche aussi sur smartphone. Oh, super, c'est génial. Pour cela, tu as besoin d'une tablette, d'une lumière, de décors et de personnages. Allez, c'est parti, installe l'appli et suis-moi. Je te suis. En fait, c'est très simple. C'est en prenant plein de photos et en bougeant un petit peu tes personnages que la magie opère. Lorsque vous ouvrirez l'application, tout sera expliqué. À toi de jouer. Pour commencer, choisis une histoire avec un scénario où il y aura des personnages, ou des animaux, ou bien n'importe quel objet. Waouh! C'est toi qui... Moi, je voudrais bien faire l'histoire de carottes qui s'envolent. En fait, non. Plutôt l'histoire d'une princesse qui mangerait un hot dog et une girafe qui lui mangerait son hot dog. Bon, maintenant que tu es pro, je vais te donner quelques idées. À l'aide de papier, feutres, peinture, pinceau, scotch, carton, des pâtes, tu peux réaliser ton décor. Encore, avec la pelure d'oignon, sur le côté de l'écran, tu vas pouvoir être un pro de chez pro. Et c'est quoi juste la pelure d'oignon? Avoir la photo que tu as faite précédemment. Comme ça, t'es beaucoup plus précis. Ouah, trop cool!
Aussi, fais bien attention à ne bouger que de quelques centimètres tes personnages. Et hop, c'est parti! En cliquant ici, tu peux enregistrer ta voix ou des bruitages pour que ce soit encore plus réel. Ah oui, et surtout, oublie pas de nous envoyer ton film. Voilà pour cette application qui, voilà, encore une fois, est gratuite, très simple d'utilisation, très intuitive et qui généralement est très ludique et plaisante pour les élèves. C'est vraiment quelque chose qu'ils aiment bien faire et ils sont souvent pleins d'imagination. Voilà. Et puis il y a un travail à faire autour de la langue avec l'ajout de la voix off qui est vraiment intéressant. Alors, on est bien d'accord que maintenant, donc, normalement, avec tous ces éléments, j'espère que les élèves auront une première vision du cinéma d'animation, qu'ils auront envie, à leur tour peut-être, de créer de petits courts-métrages. Et moi, ce qui me semblait intéressant, c'était que vous puissiez éventuellement leur faire là aussi des propositions qui iront dans le sens de ce dont j'ai parlé auparavant et qui soient en lien avec la programmation du Festival Varilux. Donc, toujours en lien avec les analyses croisées des films d'animation dont je vous parlais tout à l'heure, qui peuvent être réalisés autour des deux questions qui sont abordées, la question de la parentalité et plus largement, finalement, le rapport, le lien qui peut exister entre les enfants et leurs adultes. Je me disais que ça pouvait être intéressant de donner comme consigne à vos élèves de créer une séquence animée en utilisant une ou plusieurs des techniques voilà, qui fassent de l'animation sur sable, de l'animation en papier découpé ou en origami, comme on l'a vu là dans le petit montage, autour de cette question de la parentalité. Pourquoi ne pas avoir deux personnages qui communiquent entre eux ou un personnage qui parle de son rapport, par exemple, avec ses parents, tout en faisant un lien avec les longs métrages qu'ils auront découverts, pour qu'ils puissent se dire « Ah bah tiens, j'ai envie de faire quelque chose d'humoristique, un peu comme dans Le Grand Méchant Renard ». Et pour réaliser Le Grand Méchant Renard, le réalisateur, il a utilisé tel ressort de la mise en scène. Il a tourné des plans moyens, il a fait des personnages avec des grands yeux, très expressifs, pour voilà, montrer leurs expressions et faire rire ses spectateurs. Ou au contraire, je vais plutôt créer un personnage très impressionnant que je vais filmer en contre-plongée. Voilà. Donc l'idée, c'est toujours ce va-et-vient entre l'acquisition d'une culture cinématographique que je vais réexploiter dans le cadre de ma pratique artistique. Autre proposition que je voulais vous faire, qui va un peu dans ce sens-là également, c'est de travailler là sur quelque chose autour duquel on travaille très souvent dans le cadre des séquences d'enseignement, c'est de travailler sur la thématique du portrait ou de l'autoportrait. Pourquoi ne pas proposer à vos élèves de faire un autoportrait, même sous forme, là aussi, humoristique ou au contraire très sérieuse et réaliste. Alors, j'avais envie de vous montrer un travail fait par des élèves l'an passé, justement, autour de cette question du rapport entre les enfants et les adultes, un travail sur le portrait aussi. Et je pense que c'est un petit court-métrage qui dure 2-3 minutes, mais qui est intéressant pour vous, parce qu'il a été fait donc, par des élèves de 4e, 3e, donc 13 ans, des élèves français, mais avec leur professeur d'anglais. Donc, on est aussi dans le cadre de l'apprentissage d'une autre langue. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vous le montre. C'est parti. Hey there, my name is Zorp. How you doing? I'm from the planet Klepoff. Do you know it? No?
Well, anyway, one cool thing about living on my planet is that our molecular structure isn't stable at all. So all of us here can basically change our appearance. So if I wanted to, I could look like this. I'm 354 plagues old. I guess on your planet, I should be like 14 years old? Yeah, something like that. So I guess on Earth, I would look like this. Or this. Or, no, not like that. Please, no! Sorry. In my spare time, I practice a lot of space scooting. I've been told you've got that kind of things on Earth too. And for the next holidays, I intend to... Serve! Dinner! Oh, sorry. My mom's calling. You know what it is, right? Parents. Whatever the planet, they're all the same. I've got to go. Sorry. Talk to you next time. Serve! Yeah, Mom, I'm coming. Voilà un film d'animation donc réalisé par des élèves, très bref, qui utilise la technique du papier découpé. Si vous voulez vous lancer dans l'animation, c'est une des techniques les plus simples à suggérer à vos élèves. Et puis, une autre proposition, ce sera la dernière pour aujourd'hui. Nous avons, en cette période de confinement en France, un atelier expérimental qui a été proposé par un chercheur en éducation aux images qui s'appelle Benoît Labourdette. Et ce projet s'appelle Par ma fenêtre et il propose à tout le monde, pas seulement aux élèves, hein, vous pouvez également le faire, de filmer ce que vous voyez au travers d'une fenêtre de chez vous et de raconter un souvenir important. C'est un projet qui est énormément suivi, qui fonctionne très bien actuellement en France, mais même à l'international, puisqu'on a des films qui arrivent d'un peu partout. Et il y a même de grands réalisateurs qui se sont prêtés au jeu. Donc, on a des films très simples tournés avec des smartphones en prise de vue réelle. Je vais essayer de vous montrer aussi le site internet. Mais on a aussi des films d'animation, donc je vous ai mis le lien, vous avez vu en cliquant sur l'œil. Sur cette page-là, vous avez, voilà, vous pouvez même aller vous amuser, aller voir, ça peut donner aussi à vos élèves les différents films qui sont très très courts, hein, c'est des petits courts-métrages d'une minute ou deux. Donc tout le monde peut participer, donc on a vraiment des films qui abordent tous les thèmes, où chacun peut se livrer. Je trouve que c'est une idée intéressante en cette période de confinement où voilà, des gens sont un peu cloîtrés et seuls chez eux. Et puis, ça peut être aussi créateur enfin, susciter l'imaginaire chez certains de nos élèves et leur donner aussi des idées peut-être pour... Et puis voilà, donc dernière diapositive, je vous ai mis une bibliographie et une cytographie, donc pareil avec des liens vers des sites qui proposent des choses très concrètes en matière d'analyse filmique, donc le CNC, Transmettre le cinéma, Cyclique. Et puis sur le site de l'Académie d'Orléans-Tours, avec ce lien-là, et les studios, l'association dont je suis président, vous pouvez aussi voir des réalisations et des conseils pour de la pratique cinématographique. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi à l'issue de ce webinaire, enfin dans les jours suivants, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas à m'écrire. Je pourrais, si vous avez des questions ou des interrogations, je pourrais aussi y répondre. Voilà, c'est vraiment avec plaisir pour moi. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai été très long. Non, au contraire. On n'a pas perdu tout le monde. Non, au contraire, non, on a pratiquement tout le monde. Il y a des gens qui avaient c'est parce que les gens avaient des engagements qui sont partis, sinon ils seraient restés, j'en suis sûre. Il y avait beaucoup de réactions ravies dans le chat. Vraiment, tout le monde a l'air très content. Merci beaucoup, Kevork, pour cette présentation en lien avec le festival Varilux. Donc, il est en ligne, en fait. Ce sont les anciennes éditions. Certains films des anciennes éditions sont accessibles en ligne pour pouvoir regarder ces films à la maison, dont les 3 qui ont été présentés par Kevork aujourd'hui, qui ont des dossiers pédagogiques à disposition sur IFProf Brésil. Il n'y a pas, pour l'instant, je n'ai pas vu de questions dans le chat au fur et à mesure enfin en tout cas de questions
qui te sont directement posées, Kevork. Je vais mettre les micros, rendre les micros actifs. Hop, si jamais quelqu'un veut prendre la parole et poser des questions. Moi, j'en avais une peut-être pour commencer. C'était donc par exemple les petites productions. Moi, j'ai beaucoup aimé l'application Stop Motion. Donc, c'était une petite production, là, ce que tu nous as montré, c'est de 3 minutes. On a une estimation du temps que ça met quand même, ça a l'air quand même assez long à faire. C'est-à-dire que, peut-être que tu l'as dit, hein, que je m'en souviens déjà plus. Ah zut, je pense qu'il faut, Kevork, qu'il faut que tu réactives ton micro, parce que voilà. C'est bon là? Oui, ça y est. C'est bon, je suis revenu. Oui, c'est bon. Donc, oui, pour répondre à ta question, quand on prend en main cette application ou n'importe quel logiciel, hein, il y a un temps d'adaptation. C'est un petit peu long au début parce qu'on cherche toujours comment capturer les images, ajouter du son, donc on perd un peu de temps. Un travail de 3 minutes, oui, là, il y a plusieurs heures de travail. Moi, après, par expérience, lorsqu'on organise des ateliers pour les élèves, ces élèves, les ateliers durent généralement en 2 heures, et pour vous donner un ordre d'idée, en 2 heures, ils arrivent à faire un film d'1 minute. Voilà, 2 heures de travail, un petit court-métrage d'1 minute, tout compris. En animation, avec le son, éventuellement, ils peuvent rajouter aussi des bruitages, une petite musique d'ambiance, voilà. Ok, donc 2 heures pour 1 minute. Donc, ça occupe bien. C'est ce que je disais tout Mais à c'est l'heure, c'est normal. vrai que. À part les gros studios américains qui arrivent à faire des films d'animation, et encore, ils y passent quand même 6 mois et ils sont 400. C'est vrai qu'en général, c'est plusieurs années de travail, un film d'animation, un long métrage d'animation. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Normalement, vous êtes libre d'activer vos micros si vous le souhaitez. Moi, ça aurait été plutôt des félicitations, Kevork. C'était passionnant. Je suis arrivée en cours de route et j'ai découvert un univers qui est fascinant. Et je trouve que comme projet pédagogique mis en place pour des groupes de jeunes dans des alliances ou dans des classes, c'est assez génial parce qu'en plus, les parents à la fin peuvent voir le résultat aussi. Donc c'est extraordinaire. Mille merci, vous nous ouvrez des pistes fabuleuses. Donc je n'ai pas de questions. Non, mais j'en suis ravi. Alors après, c'est vrai que moi, c'est ce que je vous ai dit à un moment, j'avais envie que vous puissiez repartir avec des choses vraiment concrètes à mettre en place avec vos élèves. Je suis moi-même enseignant, j'enseigne encore auprès d'élèves en grande difficulté scolaire. J'ai pendant de nombreuses années mené des projets autour du cinéma, et notamment du cinéma d'animation, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que ça suscite énormément l'imaginaire des élèves. Et ce que vous avez souligné, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que ils vont être dans l'apprentissage, notamment de la langue, sans s'en rendre compte. Il y a un côté très ludique avec le cinéma d'animation ou le dessin animé. Et les élèves, voilà, moi, ça m'est arrivé fréquemment d'avoir des élèves qui me disent « Mais monsieur, on ne travaille pas ». Bah, si, on travaille. Quand on travaille sur un scénario, qu'on écrit une histoire, qu'on apprend des dialogues, on est en train de travailler la langue française. Et ensuite, vous avez aussi souligné quelque chose d'autre qui est extrêmement important, c'est que ça permet de valoriser ces élèves-là, c'est la restitution de ce travail. Moi, les premières années, ce que je faisais, c'est que j'invitais en fin d'année les parents en classe à venir découvrir le court-métrage qui avait été réalisé ou les courts-métrages réalisés pendant l'année. Et puisqu'on travaille autour du cinéma, ce qui est intéressant à faire aussi, c'est d'essayer de se rapprocher, s'il y en a une près de votre établissement, de se rapprocher d'une salle de cinéma et de voir avec eux s'il n'est pas possible de projeter le film dans une salle de cinéma. Moi, je sais que je le fais encore aujourd'hui lorsque j'organise des journées avec des ateliers. Tout se passe dans les salles de cinéma. On invite toutes les familles à nous rejoindre le soir et on organise des grosses projections où il y a 400 personnes et on découvre 6 ou 8 courts-métrages sur un écran géant et pour les élèves, ça prend tout de suite une autre dimension. C'est quelque chose de très, très important selon moi. Puis ça les responsabilise aussi par rapport à leur travail, en plus de les valoriser. Absolument. Bonne idée. Je vois juste une petite question
dans le chat qui demande pour visionner les films qui ont été évoqués pendant la présentation, sur quel site en particulier ils sont disponibles. Alors, ils sont disponibles sur le site que j'ai mis dans la barre de chat, qui est le site de Festival Varilux en Casa, à la maison. Mais alors peut-être tu as cité un film, j'ai oublié le titre, l'intitulé, c'était Une tête de mort. La mort père et fils. Alors, la mort père et fils, il est disponible, hein, si vous tapez la mort père et fils sur Internet, il est en libre accès, mais sinon, moi, je vous l'ai mis là sur le diaporama. En fait, quand vous cliquerez sur l'affiche sur la tête de mort, justement, il n'y aura pas de virus sur votre ordinateur, vous aurez accès directement au court-métrage. Et il est très chouette, très drôle, voilà. Bon, c'est de l'humour noir, mais c'est assez drôle et je pense que ça plaira bien. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser? Juste une question complémentaire peut-être. Si on met en place en effet des conceptions de films, est-ce que si on a des problèmes, on peut s'adresser à Kevork pour qu'il vienne nous donner un coup de main? Moi, oui, je peux tout à fait venir. Bon, mais non, par contre, comme je vous l'ai dit, j'ai mon adresse mail et voilà, je le fais avec beaucoup d'enseignants. Si vous m'écrivez, moi, je réponds généralement très rapidement. Donc voilà, je peux vous donner des conseils aussi à distance sans problème. Voilà. Merci beaucoup. Vous donner des liens vers d'autres logiciels ou applications aussi qui sont simples à prendre en main, qui sont gratuits. Là, j'ai centré les choses sur le cinéma d'animation, mais sur la prise de vue réelle ou d'autres choses, j'ai également des pistes à vous donner. Génial, merci encore. Il y a une question écrite, merci beaucoup. Il y a une autre question, donc peut-être que Rosita, je ne sais pas, et je pense qu'Angela est en train de me faire un signe, mais alors Rosita qui a écrit et après Angela, si ça vous va, a posé la question de comment peut-on travailler un projet cinéma avec nos élèves, avec quel dispositif, je ne sais pas, quelques idées. Peut-être que si Rosita voulait prendre la parole pour préciser un peu là-dessus, il n'y a pas de souci. Bonjour, vous m'écoutez? Ça va depuis l'Argentine, le nord de l'Argentine. Et bon, je travaille le cinéma avec justement mes élèves de l'école secondaire, ici au nord, à Tucumán, c'est ma ville. Et je travaille les bandes annonces, mais à partir d'un dispositif Classroom. C'est-à-dire, je publie, les élèves font des activités à partir de ce film, mais je pensais aussi améliorer un peu la proposition à partir de tout ce que j'ai vu et ces idées géniales que vous venez de nous présenter. Mais je pensais à un autre dispositif pour faire pour travailler en ligne justement cette idée de montage des productions des étudiants, parce qu'il y a des dispositifs qui n'offrent pas beaucoup de possibilités de publication, par exemple, du matériel de nos étudiants ou d'autres matériels. Est-ce que vous nous conseillez un dispositif ou de site ou un format en particulier pour la mise? En fait, pour publier les petits courts-métrages que feraient vos élèves, c'est ça? Oui. Là, il y a beaucoup de propositions. Là, par exemple, sur le dernier site vers lequel je vous ai orienté, Par ma fenêtre, donc avec ce projet-là, qui est un projet lié au confinement qui a été lancé en France il y a un mois maintenant. Si vous envoyez des films de vos élèves ou si vous-même vous faites des films que vous envoyez, je peux vous dire qu'ils seront ravis de les diffuser et tous les films sont diffusés sans exception, donc ce qui donne une visibilité vraiment, là pour le coup, internationale. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, si vous-même, si vos élèves réalisent des films, moi, vous pouvez aussi me les adresser. J'ai aussi sur les réseaux sociaux, donc je suis président de l'association Les Studios et je publie aussi des films réalisés par des élèves et au contraire, moi je trouve ça extrêmement intéressant si bien sûr ils sont d'accord pour les partager, qu'il y ait des partages et des échanges entre des élèves. Et après, il existe aussi pour tous les films en français une multitude de petits festivals en France. Là, il y avait le festival de Clermont-Ferrand par exemple dans
pour l'application que je vous ai présentée, Animation en volume, vous avez vu le tutoriel, il a été fait par eux. C'est aussi un festival auquel, là, les films peuvent être envoyés. Après, là, en envoyant les films de vos élèves à des festivals, vous rentrez en revanche dans le cadre d'une compétition. Donc, c'est autre chose. Ce n'est pas simplement une publication comme ce que je vous disais pour les premiers par ma fenêtre ou si vous me les envoyez à moi. Là, vous retrouvez en compétition avec d'autres. Mais c'est intéressant aussi. Après, bon, la compétition, c'est toujours compliqué parce que du coup, ça met peut-être trop les élèves dans une situation d'évaluation. Ils sont critiqués par d'autres, donc c'est pas toujours agréable, quoi. Oui. Voilà, mais bon, ça c'est un point de vue, mais ils peuvent quand même, voilà, ça permet quand même de montrer les films. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Parfait, merci. Oui, je vous en prie. Merci. Angela, je pense qu'il y avait une question de votre côté. Oui, c'est une question, mais c'est aussi une constatation. Parce que je trouve que choisir une thématique pour travailler en film auprès des élèves, c'est une des choses les plus difficiles, les plus complexes. Et en regardant tes propositions, Alessia, quand j'ai vu la question de parentalité, par exemple, à mon avis, ce serait une thématique, un sujet difficile, même si tu as fait des coupures très, très, très bonnes, mais je ne sais pas, à mon avis, ce serait une chose la plus difficile. Est-ce qu'il y a peut-être des choses qu'on doit plutôt faire attention au moment de choisir cette thématique, peut-être en fonction de l'âge, bien sûr, mais par exemple, chez nous, il y a parfois où on pense qu'on a choisi des extraits super intéressants et ce n'est pas toujours accepté par des élèves. Oui, alors ça je l'entends bien parce que c'est vrai que des fois, on tombe à côté quand on choisit un thème en travaillant sur un film. Moi, la question de la parentalité, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle fonctionne avec des adolescents. Je vous ai montré d'ailleurs le travail là, avec le petit extraterrestre. Donc, c'est un travail qui a été fait dans un collège ici, pas très loin de chez moi, qui est un collège classé en REP, en zone très difficile. Et voilà, le professeur d'anglais a travaillé simplement d'ailleurs avec un surveillant sur ce projet-là. Et ils ont travaillé avec des élèves difficiles pour qui la question de la parentalité était voilà, pas facile à aborder parce que pour beaucoup, dans ce groupe-là, il y avait des enfants voilà, qui avaient des rapports difficiles, qui étaient confrontés peut-être à certains parents qui étaient violents, ou alors des fois, il y avait la barrière de la langue aussi, puisque dans ces classes-là, il y a beaucoup d'enfants primo-arrivants. Donc il y avait une histoire d'intégration aussi et ça a été finalement traité avec humour et je trouve que le résultat qu'en sort est plutôt réussi. Donc, et par expérience, ce rapport entre enfants et adultes, c'est quelque chose dont les enfants aiment bien, les adolescents pardon, aiment bien parler. Moi j'avais fait une année aussi de manière un peu, j'avais travaillé sur l'humour et j'avais demandé proposer aux élèves de faire un travail justement aussi, de porter un regard sur l'adulte et sur leur professeur. Et ils avaient même le droit de se moquer de leur professeur, c'est-à-dire moi. Donc c'était un exercice difficile. Mais en retour, j'avais aussi le droit de me moquer un peu d'eux et de créer un personnage. Ils avaient le droit de créer un personnage qui me ressemblerait un peu pour me caricaturer. Voilà, on travaille en quelque sorte sur la caricature. Et je pouvais faire la même chose. Donc cette question de la parentalité, elle peut être abordée. Après, dans les films là, que vous verrez, sur ces trois films-là, sur Une vie de chat, par exemple, c'est un film noir, on est sur un film policier, donc vous pouvez partir sur complètement autre chose. Vous pouvez partir sur une enquête policière ou travailler sur des choses beaucoup plus basiques, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui sont tournées, qui ont été dessinées puisque à Paris, tout le film se déroule à Paris. Donc voilà, là, il y a un travail à faire autour de la géographie des monuments parisiens qu'on voit tout le temps dans le film, qui peut être aussi intéressant. Moi, j'ai choisi cette question de la parentalité et aussi de la perte d'un être cher, même si c'est difficile, parce que ça m'a marqué, mais c'est quelque chose qui est présent dans les trois films. Donc, ça permettait de faire un lien entre les trois films. Et ça, pour moi, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est assez intéressant et important de montrer que voilà, des réalisateurs travaillent les mêmes questions, mais pas du tout de la même façon. Parce que ça peut permettre après à vos élèves de se dire « Ah bah tiens, moi aussi j'ai envie de parler de mon père ». Donc, quand je vous disais de travailler sur l'autoportrait, j'ai envie de parler de moi, mais je peux le faire de manière humoristique,
je peux me représenter sous la forme d'un extraterrestre, d'un légume ou de ce que je veux, enfin bon, peu importe, et parler de moi. Voilà. Donc, et c'est un peu le choix que là font les réalisateurs. Ils parlent d'un thème, mais de manière différente. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas choisi ça, mais on peut pas, voilà, on peut partir sur un tout autre thème à partir de chacun des films. Il y a beaucoup de possibilités. Je suis ravi de vous revoir. Sinon, Angela, ça faisait un an. J'espère que tout va bien pour vous. Super, merci. Ah, vous vous connaissez. Il y a des fidèles des formations de Kevork. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole avant la fin du webinaire? Non? Je ne vois pas de main qui se lève, je ne vois pas de message supplémentaire dans le chat. Donc, c'est le moment de vous remercier. Ça, les applaudissements peut-être. On peut tous applaudir Kevork, c'est vrai. Ah, oui. Bravo. On l'a pas fait Bravo, encore. bravo. Merci. Et on peut le faire virtuellement aussi. Ah, c'est formidable. En tout cas, ça me ferait plaisir si voilà, n'hésitez vraiment pas à me recontacter, puis à m'envoyer, voilà, si certains d'entre vous lancent leurs élèves sur des travaux, n'hésitez pas à me les envoyer parce que c'est toujours un plaisir pour moi de voir voilà, ce que font mes collègues. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup à Kevork d'avoir accepté de faire cette présentation aujourd'hui, une fois de plus, et le soir en France, je le répète, il n'est pas si tôt. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé à ce webinaire. On espère vous voir aussi nombreux, voire plus la semaine prochaine. La semaine prochaine, on a un webinaire qui aura lieu à 11h, heure du Brésil, sur des formations à distance, les formations du Master des Antilles et la formation ProfLE+, avec des intervenants responsables de ce master, du master de l'Université des Antilles et des responsables de ProfLE+. Donc j'espère qu'on vous retrouvera la semaine prochaine. Il y aura des webinaires de toute façon tous les mercredis, au moins jusqu'au mois de juin. Et en attendant, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Merci encore.